Vous présenter ce soir le cours portant sur le syndrome néphrotique de l'enfant. Ce cours a été préparé par Dr Joyce Abadoma, que je suis, et le Dr Dorian Lamba. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons débuter par une introduction avec définition, intérêt, rappel, suivi des signes. On parlera du type de description, des formes cliniques, le diagnostic en termes de diagnostic positif, différentiel, étiologique. Ensuite, nous parlerons du traitement avec comme entité les buts, les moyens, les indications. Nous parlerons de la prévention et nous terminerons par la conclusion. En guise d'introduction, nous pouvons définir le syndrome néphrotique par une protéinurie massive supérieure à 50 mg/kg par 24 heures ou le rapport protéinurie-créatinurie supérieur ou égal à 200 mg par millimol ou supérieur ou égal à 2 mg par milligramme, avec une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre et une hypoprotidiémie inférieure à 60 g par litre. Comme intérêt, sur le point épidémiologique, le syndrome néphrotique est une néphropathie glomérulaire la plus fréquente. À l'échelle mondiale, l'incidence annuelle est estimée à 1 à 4 pour 100 000 enfants. Au Sénégal, une étude réalisée en 2016 avait trouvé une prévalence de 23% du syndrome néphrotique idiopathique parmi les néphropathies. L'âge, le syndrome néphrotique touche les enfants âgés de 1 à 10 ans avec un pic entre 1 et 4 ans. Et au niveau épidémiologique, on a des cas familiaux. Concernant l'intérêt diagnostique, il faut savoir que le rapport protéinurie sur créatinurie est important pour remplacer la protéinurie de 24 heures, qui est une collecte difficile chez l'enfant. Nous avons plusieurs étiologies, mais la plus fréquente, c'est la néphrose lipoïdique. Comme intérêt thérapeutique, la corticothérapie, et comme intérêt pronostic, tout dépend de la réponse à la corticothérapie vers les complications propres au syndrome néphrotique. Comme rappel, nous allons parler d'abord de l'anatomie du rein. Il faut savoir que le rein est un organe pair de couleur brun rougeâtre et en forme de haricot. C'est un organe rétropéritonéal situé entre la 11e vertèbre dorsale et la 3e vertèbre lombaire pour le rein gauche. Et concernant le rein droit, c'est entre la 2e vertèbre dorsale et l'espace entre le 3e et la 4e vertèbre lombaire. Le rein mesure 12 cm de hauteur et 6 cm de largeur pour une épaisseur de 3 cm et il pèse 300 g. L'examen à l'œil nu ou à la loupe du coupe sagittale médiane du rein permet de reconnaître les 3 parties principales. La périphérie du rein qui est entourée par une capsule conjonctivale au niveau du hile par le tissu conjonctif entourant les calices et le bassinet, la médullaire et la corticale. La corticale correspond au reste du parenchyme rénal et qui est situé en périphérie et entre les pyramides. C'est une image qui montre la structure du rein et du néphron. Nous allons parler de l'anatomie du glomérule. Il faut savoir que la paroi du capillaire glomérulaire est constituée de 3 structures successives depuis la lumière du capillaire. Nous avons les cellules endothéliales qui limitent le capillaire et constituent une structure fermée, fenestrée, autant pour moi, à travers laquelle le plasma peut directement venir au contact de la membrane basale. Nous avons la membrane basale du capillaire glomérulaire, en abrégé MBG, qui est issue de l'assemblage de molécules sécrétées par les cellules endothéliales et les podocytes, situées sur l'une ou l'autre de ces 2 faces. Le collagène de type 4, la laminine et les protéoglycanes en sont les constituants majeurs. L'un des protéoglycanes, la grine, est spécifique du versant externe de la MGD et compte des chaînes glycosylées qui supportent les charges électronégatives. Et enfin, nous avons les podocytes qui sont des cellules épithéliales reposant sur la face externe de la MBG. Selon le schéma, nous voyons que le glomérule possède 2 pôles. Un pôle urinaire qui est à ma droite, qui est à la droite de l'écran, où s'insère le tube contourné proximal, et un pôle vasculaire à ma gauche, avec artériole afférente et artériole efférente, comme le montre le schéma un peu en bas. Du pôle vasculaire émerge l'artériole efférente qui constitue avec la macula densa et le mésenchyme extraglomérulaire l'appareil juxtaglomérulaire. L'espace situé entre l'enveloppe du glomérule, qui est encore appelée la capsule de Bowman, et le système des capillaires, le floculus, s'appelle la chambre urinaire. C'est la flèche qui est indiquée un tout petit peu en haut, là où, au-dessus de là où on a écrit tube proximal. Cette dernière recueille l'ultrafiltrat glomérulaire qui est l'urine primitive et communique avec la lumière du tube contourné proximal.
Le réseau capillaire reçoit le sang de l'artériole afférente qui ressort à l'artériole efférente. Concernant la physiopathologie, il faut savoir que chaque rein comporte environ 1 million d'unités fonctionnelles, commençant par le glomérule. La membrane de filtration de chaque glomérule assure la filtration des déchets du sang à travers des petits trous. Leur taille empêche le passage des grosses protéines comme l'albumine. En cas de dysfonctionnement de la membrane de filtration, des grosses molécules comme l'albumine qu'on ne retrouve habituellement pas dans les urines, traversent dans celle-ci à travers ce filtre abîmé par la maladie rénale. La fuite urinaire massive de l'albumine et d'autres protéines, à savoir l'immunoglobuline, des facteurs anticoagulants et bien d'autres, conduit à une diminution importante de leur concentration dans le sang. Ceci entraîne plusieurs conséquences, à savoir les œdèmes des membres inférieurs, un risque d'infection car la fuite urinaire des immunoglobulines entraîne un déficit immunitaire avec une augmentation importante du risque d'infection. Comme autre conséquence, nous pouvons avoir l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, la dyslipidémie, des anomalies de coagulation. Nous pouvons également retrouver une dénutrition liée à la perte des protéines qui peuvent entraîner une atrophie musculaire et une carence en vitamines et en oligo-éléments. Ce schéma montre un peu le récapitulatif de la physiopathologie. Nous avons des pertes de charges négatives au niveau de la membrane basale glomérulaire qui vont entraîner une augmentation de la perméabilité capillaire qui, elle, va entraîner une protéinurie massive qui va entraîner une baisse de la pression oncotique. La baisse de la pression oncotique va entraîner la survenue d'œdème. En dehors de ça, ça va entraîner une hypovolémie, qui l'hypovolémie va entraîner une diminution de la sécrétion du facteur natriurétique, qui va entraîner quant à lui une réabsorption distale du sodium, une diminution de la fraction excrétée de sodium et qui va encore aggraver les œdèmes. Nous allons entamer le chapitre sur les signes. Comme type de description, nous avons choisi le syndrome néphrotique pur idiopathique de l'enfant âgé entre 1 et 10 ans non compliqué. Comme circonstances de découverte, ce sont des œdèmes. Ça peut être découvert au dépend des œdèmes qui sont parfois discrets, réduits à une prise de poids inexpliquée, à début fortuite. Lors de la réalisation d'une bandelette urinaire, on va tomber sur une protéinurie massive supérieure ou égale à 3 fois, ou au décours des complications qui peuvent être infectieuses ou thromboemboliques. La phase d'état, nous allons parler de la clinique. La clinique, nous avons comme signe des œdèmes, qui sont des œdèmes déclives, blancs, mous, indolores, symétriques et qui prennent le godet. Initialement, ils sont localisés au niveau du visage le matin au réveil, avec une fissure des paupières et aux chevilles en fin de journée. Sans mesure corrective, ils peuvent s'étendre aux organes génitaux externes, aux séreuses, réalisant ainsi un tableau d'Anarsac. La pression artérielle est normale, on a une absence d'hématurie. À la bandelette urinaire, on a une protéinurie massive supérieure à 3 fois. À la paraclinique, au niveau de l'examen urinaire, nous pouvons réaliser une protéinurie urinaire de 24 heures qui montrera une protéinurie massive supérieure à 50 mg par kilo par 24 heures. L'examen des protéines urinaires montrera une protéinurie sélective, à savoir 80% d'albumine. Le compte d'indice reviendra négatif concernant l'hématurie et la leucocyturie. Le nogramme urinaire, on aura une natriurèse qui sera basse associée à un rapport sodium sur potassium inférieur à 1. On peut avoir une lipurie, ce qui est un aspect opalescent des urines. Et au niveau du culot urinaire, on peut retrouver des cylindres hyalins et granuleux. Concernant les bilans sanguins, on peut réaliser une électrophorèse des protéines sériques qui objectivera une hypoprotidémie inférieure à 60 g par litre, une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre, une hypogamma-globulinémie et une hyper-alpha-2-globulinémie. La fonction rénale sera normale, le dosage du complément sera normal, comme le C3, C4 et CH50. On pourra avoir une hyponatrémie de dilution qui, quant à elle, est inconstante. Également, on pourra avoir une augmentation de certains facteurs de coagulation, à savoir fibrinogènes, facteurs 5, 7 et 8. Une hypercholestérolémie, une hypertriglycérémie. Au niveau de l'hémogramme, nous pourrons retrouver une anémie modérée hypochrome avec thrombocytose qui peut être supérieure à 1 million. Comme autre examen paraclinique, on fera l'histologie qui n'est pas forcément indiquée, mais si elle est faite au niveau de la microscopie
obtient